Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un petit sujet un petit peu sympa sur l'ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures d'autres pays, notamment, je dirais, France, Vietnam, Nicaragua, Iran, et il y en a peut-être un autre que j'oublie, au travers du crime organisé pour tout simplement déstabiliser des systèmes politiques. Ça va être le sujet du jour, mais néanmoins, bien évidemment, comme d'habitude, on va commencer par une analyse technique sur Bitcoin. Ce sujet est à la fois un petit peu hors sujet et en même temps, je pense, évocateur de la situation actuelle et l'ingérence via la CIA et ce à quelque quoi qu'il en coûte, voilà, ça c'est la formule française maintenant. Et je pense que ça va être intéressant. Ça sera probablement en milieu de vidéo, donc du coup n'hésitez pas à passer si vous ne vous intéressez que à la crypto sur ce sujet. On est là sur le Bitcoin face au dollar en daily. Globalement, en daily, qu'est-ce qu'on peut voir et j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à mettre un like et vous venir nous rejoindre éventuellement sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Également, tous les jours, je fais une vidéo gratuite. Vous pouvez cliquer sur rejoindre, soit pour nous rejoindre gratuitement via le Discord, moyennant certaines conditions que vous trouverez sur le Discord, soit tout simplement de manière payante pour la modique somme de 9,99€ par mois. Vous pourrez accéder à cette vidéo supplémentaire qui sera soit de l'analyse technique plus poussée, soit vraiment du trade management, donc tout ce qui va être autour du trading, des stratégies de trading, des indicateurs, voilà, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a ici sur le daily, encore une fois Eh bien, on a une très belle défense, et ça je le caractérise bien évidemment par ces mèches sur cette montée vers le haut, ce qui nous rendait relativement sceptiques sur une continuation, mais pourquoi pas. Derrière, on a cette très jolie défense sur la mèche ici, vous le voyez, vers le bas, qui nous disait que peut-être la résistance auparavant était devenue support. Je parle ici de cette bougie-là. Ensuite, quand on regarde, défense vers le bas ici, donc ça nous emmenait à penser que peut-être c'était ça qui pouvait tenir, en l'occurrence même le niveau rouge, puisque vous voyez qu'on a 4 mèches ici vers le bas. Et puis, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis? On a eu ce drop dû en partie à des mauvaises nouvelles au niveau asiatique. Voilà, également sur ces jours-là, globalement, on sort également de mauvaises nouvelles par rapport au marché de l'emploi aux États-Unis. On veut que le marché de l'emploi corrige, et là on avait sur les news hebdo, et bien plutôt qu'on aura à nouveau demain d'ailleurs, hein, c'est tous les jeudis, plutôt des inscriptions du chômage que des inscriptions. Et puis, derrière, on a cette bougie d'indécision. Et puis ensuite, là, on repousse sur la résistance. Donc, désormais, ce support est devenu une résistance. On recale ici en bas et on revient tester le niveau inférieur à 26,2. Pour le moment, une bougie de défense ici, une mèche de défense, mais vous voyez qu'on essaye également de pousser vers le bas sur ce niveau-là. En ce qui concerne, on va dire, les divergences, ce genre de choses, c'est pas probant, mais on a peut-être ici des débuts de divergences, alors haussière là-dessus et en 4 heures baissière là-dessus. Donc c'est un petit peu contradictoire, peut-être une latéralisation ici sur la zone. Donc voilà pour le daily. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que effectivement, vous le voyez là, ce qui était défendu vers le haut ici, peut-être désormais, excusez-moi, je vais éternuer, pardon. Je pense que je vous ai éclaté les oreilles. Semble à ce stade probablement défendu vers le bas, mais pas avec une force qu'on estimerait vraiment nécessaire pour passer violemment au-dessus. Peut-être une petite structure de retournement là, cassure en 4 heures de cette trend là, ce qui peut laisser penser à un retracement haussier à minima, hein. Donc là faire une A, une B et une C, et peut-être même retourner entièrement la structure et venir chercher au-delà de ce point-là. Mais pour le moment, c'est assez faiblard. On a un petit début de quelque chose quand même, donc on reste concentré sur un potentiel retournement haussier. Une heure, c'est la même chose, une heure qui pourrait passer haussière si on ne vient pas là dessous. Donc là, vous aurez le signal. Soit on dépasse 26 437 aujourd'hui et on passe sur une heure potentiellement haussière, soit on passe sous 26 000 et potentiellement même 25 900, auquel cas, ça n'est pas un retournement haussier du tout. Le creux ici, qui est plus haut que le précédent, n'est que du bruit, et en fait, on continue là, une heure qui à ce stade est baissière.
15 minutes, bon, latéralisation, potentielle petite structure de retournement ici en 15 minutes, mais vous voyez que c'est faiblard, ça veut pas casser. Néanmoins, on peut estimer qu'en 15 minutes, il y a une jolie poche de liquidité sur cette zone-là, puisque eh bien, c'est un niveau que le prix, vous le voyez, ne veut pas attaquer. Et je parle ici, bien sûr, des 26 284 sur lequel on se casse la tête depuis désormais un certain temps. Voilà pour l'analyse, on va dire, sur BTC. On a fait un peu toutes les time frames, vous le voyez. Ethereum contre Bitcoin qui visiblement latéralise pour la journée. On a eu ici, vous le voyez, quelques jours de hausse. Ma target finalement est à 0,58 dorénavant. Maintenant qu'on a perdu le support qui était celui-ci, on peut peut-être aller au retest ici et redescendre à nouveau dans cette zone-là. En tout cas, pour le moment, j'ai pas mal considéré que ce support pouvait tenir. Maintenant qu'on l'a perdu, pour le moment, pour moi, soit ça explose violemment vers le haut et ça vient éclater 0,64, qui était vraiment la grosse résistance précédente. Soit, moi, ma target se trouve autour des 0,58 sur le bas de cette accumulation que vous voyez ici. Ethereum contre le dollar, on tient la trend plus ou moins historique. Enfin, la trend historique, excusez-moi, elle est là. D'ailleurs, je pense que je suis pas en log, voilà. On tient la trend historique et on tient la trend de court terme. Ça peut nous engager à nous dire que potentiellement Ethereum va tenir sur cette zone. Si c'est pas le cas, il viendra revisiter le bas de cette distribution ici, c'est-à-dire quelque part autour de 1003 si on le faisait par exemple aujourd'hui. Donc attention à ça, on est un peu sur une zone de non-droit, un no man's land sur Ethereum contre Bitcoin. Et bien évidemment, Ethereum suivra le papa Bitcoin en fonction de ce qu'il fait pour le moment. Il a une action de prix qui est extrêmement tributaire de Bitcoin. Pareil sur le Total 3, on n'a pas ici à ce stade, on a eu la petite cassure ici qui pouvait nous dire ah tiens on serait peut-être dans quelque chose qui ressemble à un bottom de la trend. Pour le moment en tout cas, on n'a pas d'explosion haussière suite à la cassure de cette distribution là. On tient toujours la distribution la distribution verte qu'on avait cassée pour moi. Maintenant, c'est ce que je vous avais expliqué aussi, on est ici sur une trend qui tient depuis plus de 1 an. Et selon comment vous la posez, bon moi j'ai essayé d'avoir un maximum de touches ici, vous le voyez autour de la traîne, donc pour moi elle est cassée, mais il suffit ici de la décaler d'un demi millimètre pour se dire que on ne l'a pas pété malheureusement. Donc il nous faut une explosion pour nous dire oui ok c'est bon. Pour le moment on semble être dans un range entre les 403 milliards de caps sur toutes les alts or, Bitcoin, Ethereum et 300 milliards, 400 et 300 milliards. À chaque fois on revient retester le bottom sur les alts et puis on n'arrive pas à passer ce point là des 400 milliards. On pourra considérer pour moi qu'on commence une belle alt season si jamais on arrive à éclater ces 400 milliards là. Donc pas vraiment grand chose de nouveau ici sur l'analyse technique, on y reviendra à la fin quand on aura fait les news et la liquidité. En ce qui concerne ce que j'ai retweeté dernièrement, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Twitter de la chaîne d'ailleurs également, la SEC qui décide potentiellement de délayer, de retarder sa décision sur l'ETF spot qui a été proposé. Ça a été le premier par ARK jusqu'à l'an prochain. Ça suggère effectivement que toutes les décisions sur un ETF spot Bitcoin, et vous vous rappelez que moi c'était mon avis, je ne pense pas qu'il y aura une décision sur les ETF spot avant 2024. La prochaine échéance c'est dans un peu moins de 3 semaines. Et si il delay ARK21, ARK21 shares, il y aurait potentiellement concurrence déloyale si jamais ils acceptent les autres, puisque tous les ETF spots se ressemblent, ils ont le même custody, ils ont le même système pour fonctionner. Globalement, c'est à peu près des copier-coller de celui de ARK à l'époque qui a été ensuite présenté par BlackRock. Donc on peut peut-être se dire que cette histoire-là va tenir un peu plus longtemps et qu'on n'aura pas d'ETF spot approuvé avant 2024. Et dans l'autre sens, on a une information dans l'autre sens ici qui dit que beaucoup de personnes du Congrès disent à Gary Gensler d'adopter les ETF spot immédiatement. Potentiellement des documents qui ont leaké ici et qui diraient que la prochaine Xbox a en interne un wallet crypto. Alors je pense que ça tient au gaming pour moi. Je vois pas nécessairement une news extrêmement bullish là-dedans. Maintenant, vous avez beaucoup de gens qui trouvent que c'est extrêmement bullish. Au sens où, pour moi, c'est plus pour la GameFi, toutes ces choses-là, qu'en natif, effectivement, il pourrait y avoir un wallet crypto sur la nouvelle Xbox. Maintenant... Bon voilà. L'État français qui veut emprunter des sommes records en 2024.
La Russie et l'OPEC qui arrivent désormais, on était à 3 millions de barils par jour, vous vous en ramenez, désormais on est à un cut de 4 millions de barils par jour, c'est-à-dire que ici, étant donné que les prix du pétrole sont potentiellement sous une pression baissière, étant donné que le marché est en train de potentiellement pricer une récession, eh bien, les pays producteurs tout simplement ferment le robinet, ce qui a pour effet de bien sûr augmenter le prix du baril tout simplement. Donc c'est pour ça que actuellement on doit être à 2 euros le litre à la pompe chez nous. Le crédit qui rentre enfin dans une forme de contraction, là vous le voyez ici, c'est-à-dire que ça pourrait faire énormément baisser les prix, énormément également bien sûr engendrer une récession. Vous voyez ici qu'on est sur les niveaux relativement équivalents à 2009, et vous le voyez ici également, d'une certaine manière, d'habitude, on a une récession au moment de cette contraction ou juste avant qu'elle arrive réellement. Et pour le moment, on n'a pas de récession. Alors là, ils ont compté, et ça c'est bien, je trouve, la récession de 2020. Pour moi, il y a eu une récession en 2020, et vous vous rappelez qu'à l'époque, on avait renommé une récession, c'est-à-dire qu'on avait dit oui, 2 trimestres de croissance négative, plus un marché de l'emploi qui ne va pas bien. En l'occurrence, c'était pas le cas ici. Mais voilà, d'une certaine manière, vous comprenez qu'on est dans quelque chose peut-être d'un petit peu cassé de ce côté-là. Et également, aujourd'hui, JP Morgan qui, pour ses clients en UK, arrête l'accès aux cryptos. C'est la filiale Chase de JP Morgan. Ils avaient fusionné, les deux banques avaient fusionné à un moment donné, donc JP Morgan s'appelle en réalité JP Morgan Chase. Et il faut comprendre ici que c'est pas une très bonne nouvelle. Alors certains le liront comme effectivement, c'est pas grave puisqu'ils sont probablement à l'achat de Bitcoin. Ici, ce que je vous ai montré, j'ai dit hier d'ailleurs, et j'ai fait une grosse erreur, lamentable erreur, que JP Morgan était probablement la plus grosse banque du monde, et c'est pas le cas. Les 4 plus grosses banques du monde, elles sont chinoises, donc vous le voyez en Chine, extrêmement concentré puisque le financier est plus ou moins de l'étatique, et en fait, JP Morgan est la plus grosse banque américaine et arrive en 5e position mondiale. Donc hier, je vous ai raconté des conneries. Pas grand chose ici pour moi sur le Wall Street Journal, en tout cas qui nous intéresse à ce stade. Gary Gensler, hein, bon ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, on revient sur le sujet qu'effectivement Chase aurait dit à ses clients anglais qu'il ne serait plus possible pour eux, en raison de fraude sur la crypto, d'accéder tout simplement à la crypto. Le stock Lucid qui est à un all-time low, peut-être une opportunité. Voilà, si ça vous intéresse, éventuellement j'en parlerai dans d'autres vidéos. Shanghai qui publie un plan pour supporter le trade de crypto, métaverse et les affaires gouvernementales. Donc ça, c'est, étant donné qu'on parle vraiment de Shanghai et plus de Hong Kong ici, c'est relativement intéressant pour l'adoption crypto en Chine. Ça on va passer là-dessus. Terra, est-ce qu'on en parle? Oui, voilà, Terra Classic qui serait en train d'arrêter le minting du STC pour un éventuel repeg entre le dollar et le Terra Classic. Personnellement, j'avais acheté du Terra Classic au plus bas, c'est-à-dire au moment où vraiment il y avait cette énorme crise sur Luna. J'avais pas de Luna avant, mais j'en avais pris un petit peu dans l'espoir effectivement d'un repeg, et en l'occurrence j'aimerais bien que ça se passe. Terra a juste pris 4% sur cette news, Terra Classic, on parle ici, pas le Luna 2. La gouvernance a voté, un repeg serait éventuellement intéressant, bien évidemment. Pourquoi tout ça a cassé? Bien évidemment, vous connaissez les causes ici, on en avait beaucoup parlé sur la chaîne, de l'explosion de Terra Luna et de l'UST. Ici on va passer, grève aux États-Unis, on va passer également, on a beaucoup parlé du calendrier économique cette semaine, et on va ici passer Wall Street, des analyses de Wall Street qui pensent que le S&P pourrait augmenter de 19% les 12 prochains mois, et voici allez voir sur MarketWatch si jamais tout ça vous intéresse. Allez, on passe au sujet du jour. Ça va être assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans ce sens, mais on va commencer, je pense, par l'analyse tout simplement française de cette histoire, et on va attaquer par
En France, vous le savez peut-être, il y a eu des sondages qui ont été faits et les sondages portaient à qui est communiste ou qui est gaulliste globalement et qui est socialiste. Et on avait en France 51% de communistes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qui émanait principalement bien évidemment de la résistance. Et après on avait bien évidemment des gaullistes également. Bien évidemment également les Américains ont beaucoup poussé pour que la France ne passe pas sous le joug soviétique. Il faut comprendre qu'à l'époque, c'est pour ça que De Gaulle, qu'il n'aimait pas pourtant, a été considéré comme le meilleur représentant et qu'il a été poussé et que c'est lui qui a descendu les Champs-Élysées au moment de la libération. Il faut comprendre également qu'il restait néanmoins des forces communistes extrêmement présentes en France à ce moment-là, et ce jusqu'aux années 50. C'est pour ça que la France a toujours globalement représenté un petit peu une troisième voie, même sous le giron de Gaulle. Il y a eu quand même des choses qui ont été faites que je qualifierais de paternaliste / socialiste, on va dire ça comme ça, en tout cas de welfare, beaucoup de welfare dans la politique française. Et puis ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'à cette époque, la CIA est bien évidemment intervenue dans le paysage politique français, et ce de manière assez interventionniste, on va dire ça comme ça. Et on va parler ici des événements de Marseille notamment, puisqu'on s'intéresse, je le rappelle ici, le sujet c'est le crime organisé, l'ingérence américaine dans les autres pays, et finalement à partir de quel moment les États-Unis ont poussé le crime dans certains pays de manière à ce que tout simplement leurs intérêts soient meilleurs. Ici on s'intéresse à la scission entre Force ouvrière et CGT. Au départ c'était un seul syndicat, et en fait il se passait que la plupart des marchandises arrivaient à Marseille à cette époque, et il y a eu une grève des dockers à Marseille. Pourquoi il y a eu une grève des dockers? Parce que tout simplement les dockers n'étaient pas contents que le plan Marshall soit voté. À l'époque ils étaient principalement CGTistes, ou en tout cas communistes, les dockers, et donc syndiqués dans des syndicats d'obédience communiste. Et en l'occurrence ici, ils s'en prennent au milieu marseillais. Le milieu marseillais à l'époque c'était le clan des Guérini, les frères Guérini, qui avaient la plupart des boîtes de nuit, etc., et qui essayaient de garder les dockers, un peu comme c'est le cas aux États-Unis. On a très souvent une très forte corrélation entre les unions et la mafia. Et à l'époque, les dockers s'énervent énormément par rapport à beaucoup de choses, et tout simplement, ils vont dans une boîte de nuit des frères Guérini, et ils commencent à tout casser. Les frères Guérini arrivent, il faut comprendre c'était les années 50, c'était une autre histoire un petit peu, et ils tirent dans le tas, c'est-à-dire que tout simplement, pour virer les dockers de leur bar et qu'ils ne cassent pas tout, ils se mettent à tirer. Il y a à l'époque un mort, et ça provoque des énormes grèves, donc les CGT sont extrêmement énervés de ce qu'il s'est passé, et donc du coup à l'époque en fait finalement il y avait déjà des liens entre la mafia italienne et la partie on va dire corse à Marseille, mais aussi les Italiens. On se souvient de l'histoire de Lucky Luciano. Lucky Luciano était aux États-Unis, lui c'était la mafia italienne à New York, et il était en prison pour 30 ans par rapport à de la fraude fiscale, un peu comme Al Capone qu'on avait serré uniquement pour sa fraude fiscale, et il avait pris 30 ans de prison. Et de manière à faciliter le débarquement en Sicile, on sort Lucky Luciano de sa prison, on le renvoie en Sicile, donc normalement il avait encore au moins 25 ans à faire, ou 26 ans, et puis on le sort, on le renvoie en Sicile, et on lui dit tu vas nous aider à préparer ce débarquement en Sicile. Donc en l'occurrence ici, il a des garanties après derrière que effectivement du côté de Naples, il aura des copains, il va utiliser ses copains pour faciliter et saboter tout ce qui se passait au niveau allemand en Sicile, et il va énormément aider. Il en reste que du coup il y a eu toujours entre la mafia européenne, la mafia américaine et tout simplement le pouvoir en place à cette époque, à savoir Roosevelt, des liens très forts, et qui ont permis bien évidemment derrière aux affaires de la mafia de prospérer d'un côté, et aux opérations militaires de Roosevelt de l'autre de prospérer également. C'est un peu le bordel dans mes notes, mais du coup on va arriver au sujet réellement. Ce qui se passe à cette époque-là, c'est que tout simplement les mafieux, donc les Guérini, sont extrêmement
fâchés de cette histoire, et également les États-Unis sont extrêmement fâchés que toutes les opérations du plan Marshall n'arrivent pas. Avant que soit créé le plan Marshall, tout simplement, c'est bien arrivé des États-Unis, ils étaient revendus sur le marché noir par la mafia, vous l'aurez compris. C'était un petit bisbee, un petit deal qui s'était mis en place. Et puis à cette époque-là, finalement, les mafieux vont accepter le plan Marshall et du coup vont faciliter le fait que les dockers rentrent dans le rang. Également, on se dit, bon, ben, on a un petit souci, parce que si la moitié des syndicats sont communistes et anti-mafia d'une certaine manière, puisque à cette époque, on dit les Guérini, c'est les Américains, eh bien, on a un petit souci. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, on a les syndicats... je vais essayer de vous retrouver l'article ici, si j'y arrive peut-être. Voilà. On a les syndicats tout simplement américains, et à la lumière de syndicats américains qui vont plutôt être démocrates / socialistes, qui vont intervenir et aider à la scission force ouvrière. La scission force ouvrière, c'est une des opposants, tout simplement, de la CGT, qui vont dire, eh ben nous on sort, on va créer notre propre force. Et à l'époque, les syndicats américains vont énormément aider en la personne de Irving Brown qui va leur donner de l'argent, des machines à écrire, vraiment à coût de millions et de millions de dollars. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que la scission se passe très bien. Force ouvrière prend à cette époque-là une certaine aura et que beaucoup de gens, beaucoup de dockers finalement acceptent d'arrêter la grève et ils acceptent de faire rentrer les marchandises du plan Marshall en France. Je vous rappelle que si aujourd'hui vous mangez au McDonald's et vous buvez du Coca, et que vous fumez des Marlboro, c'est probablement en raison du plan Marshall, tout simplement. Donc ça se passe comme ça. Donc il faut comprendre ici que on modèle à l'époque, grâce au crime, le paysage français, et on va... Je suis pas communiste, mais je vous raconte juste l'histoire. On va minimiser l'influence du Parti communiste en créant une autre obédience qui va être le socialisme français, d'une certaine manière, au travers de, justement, force ouvrière, etc., de manière à tout simplement affaiblir le communisme. Et derrière, on va, malgré tout, accepter De Gaulle, et on sait ce que De Gaulle a fait derrière. Il est parti de l'OTAN, toutes ces choses-là, voilà, ça a été plutôt un élément embêtant qu'autre chose, et il a été prouvé dernièrement que mai 68, qui a finalement fait tomber De Gaulle, avec la guerre d'Algérie, les deux. Mai 68 a probablement été poussé en partie par la CIA également, et au niveau de la guerre d'Algérie, il est tout à fait possible que, et même ça a été prouvé également, que le FLNC ait reçu, le FLN, oui, le FLN ait reçu des aides américaines, donc du coup on fait tomber De Gaulle, parce que quelque part il nous embête un petit peu également. Bref, c'est pas la question. À l'époque également, il faut savoir que, ça va être un sujet assez long et j'en suis désolé par avance, à l'époque également il faut savoir que la France cultive de l'opium en Indochine, quand c'était en tout cas toujours une... Une colonie, voilà, pardon, une colonie française, et on cultive pas mal d'opium en Indochine, et il y a même, à l'époque, c'est Paul Doumer, je crois, qui était président français, donc là on était quasiment en 1900, même un petit peu avant. Il y a une régie de l'opium, tout simplement, et on se retrouve avec de la production d'opium sur place, qu'on vend en Asie, un petit peu à la manière de ce qu'ont fait les Anglais, avec les guerres de l'opium en Chine, etc., de manière tout simplement à ne pas avoir trop de déficit. À l'époque, c'était très important d'avoir un excédent commercial avec les pays avec lesquels vous faisiez du business. Et en l'occurrence, ici, on inonde l'Asie d'opium de manière à tout simplement rentrer pour les régies sur place. Et donc, du coup, les gouvernements, en somme, qui sont sur place, donc oui, on va dire ça, les gouvernements, enfin les régies, voilà. Eh bien, on va faire de l'opium. En 1906, on interdit la culture d'opium, donc théoriquement tout est arrêté dans ces zones-là. C'était la loi sur les stupéfiants de 1906. Et en l'occurrence, après, finalement, on se rend compte que en Indochine, il y a une forme de vous continuez, mais on n'est pas au courant. Vous continuez à produire et vendre, mais nous, on n'est pas au courant, on ne sait pas exactement ce que c'est, etc. Et Vichy récupère ça en grande partie, puisque Vichy a besoin d'argent. Et Vichy, pendant la période de Pétain, on multiplie tout simplement par 8 la production d'opium au Vietnam, ce qui, on le comprend,
embête un petit peu les Vietnamiens à un certain moment et crée un petit peu cette guerre d'indépendance, etc., qui ensuite a lieu. On revient sur les dockers, parce que c'est assez marrant, parce que l'histoire se répète et que les choses c'est intéressant de le voir. On a une deuxième grève des dockers également, où il se trouve que les dockers en ont marre de ramener des corps pendant la guerre d'Indochine en France. Ils en ont marre de voir de ramener des corps. Ils sont touchés par ça, on va dire. Ils veulent que la guerre s'arrête. Ils sont plutôt pacifistes dans cette idée-là, et plutôt donc le fait on sait que à cette époque-là, il y avait déjà une force communiste qui poussait un petit peu au Vietnam, et les dockers refont une grève en disant nous on n'enverra pas le matériel militaire français en Indochine, tout simplement. Et ça crée encore une fois un nouveau problème. Et là, même chose, on va sortir des voyous de prison, et là ça va être du côté français avec l'aide des Américains, pour tout simplement mettre les dockers dans le rang une nouvelle fois. Derrière, on sait ce qu'a donné la guerre d'Indochine, et pendant la guerre d'Indochine, donc indépendance, et ensuite intervention des Américains au Vietnam, parce que ils se rendent compte que ça va être un nouveau pays qui va tomber sous le joug des communistes, et ils ne sont pas contents de ça. Vietnam du Nord, Vietnam du Sud, etc. Enfin, toutes ces choses-là, les Viet Cong et compagnie, on connaît un petit peu mieux l'histoire, finalement, même presque la nôtre, c'est-à-dire guerre du Vietnam pour les États-Unis. Les États-Unis, pendant la guerre du Vietnam, vont également continuer à produire de l'opium pour le vendre et financer une partie de la guerre également. On continue avec la France. Et d'une certaine manière, on va dire la French Connection. Bon, vous connaissez peut-être tous un petit peu l'histoire également. À cette époque-là, la mafia marseillaise se fournit en Turquie pour avoir la morphine base, donc ce qui va permettre de créer l'opium. Et on les ramène à Marseille grâce au concours des Arméniens qui parlent turc. On les ramène à Marseille. Et ensuite, il y a des très bons chimistes qui font la meilleure héroïne du monde, à savoir pure à 95, 98%, etc. Et qui la balancent aux États-Unis. Et ça fait partie un peu du deal on va vous laisser tranquille, les Corses à Marseille et les Siciliens à Naples. On va vous laisser tranquille, et puis vous allez faire un peu votre petit business, mais au bout d'un moment, on a un petit souci, c'est qu'il y a des gamins qui meurent sur le pavé, et donc en 1971, les États-Unis décident d'intervenir en Europe par rapport à ça. Et en gros, à cette époque, c'est là qu'est donc on avait une loi de 1906 sur les stupéfiants, et 70 ans après, 65 ans après, on fait la loi sur les stupéfiants française, qui a toujours aujourd'hui, qui est toujours la loi qui est tout simplement utilisée. Et on envoie des Américains, donc en la personne de John Cusack, je crois qu'il s'appelait, le type de la DEA, qui est arrivé à Marseille et qui a commencé à dire écoutez, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Alors que à l'époque, Gaston Defferre, on sait très bien qu'il était extrêmement pote avec les frères Guérini et tous les autres qui ont suivi derrière, à savoir les Gaëtan Zampa et Francis le Belge, etc. Enfin, toutes les figures du milieu marseillais, on va appeler ça comme ça. Bref. Donc c'est un peu la fin de cette espèce de collaboration franco-américaine pour laisser faire la production de drogue, et puis tout simplement que ça permette de tenir les syndicats sous leur joug. Je pense qu'on en a terminé pour le sujet entre guillemets français et le sujet vietnamien. On va ensuite s'intéresser aux différentes opérations qui ont pour le coup, elles, eu lieu aux États-Unis, et qui vont être une ingérence dans les affaires iraniennes et nicaraguayennes. Nicaraguayennes. Bon bref, vous avez peut-être vu ce film Barry Seal, avec, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment un très bon film, avec Tom Cruise sur ce pilote américain qui est recruté par la CIA. C'était déjà un smuggler, donc un passeur de drogue, il le savait, et finalement ils lui disent bon écoute, on va faire un truc, c'est que tu vas te taire, mais tu vas faire ton business là où on te dit de le faire. Donc en l'occurrence, ici, là où on te dit de le faire, c'était aller chercher de la drogue au Nicaragua. Avec son avion, on va te laisser passer. Et fait intéressant, à l'époque, ça se faisait via l'aéroport de Mena, qui est dans l'Arkansas, et il pouvait faire un peu ses affaires, et
ils pouvaient donc du coup aller chercher la drogue dans certains pays, pas uniquement le Nicaragua, c'est également la Colombie, on parle du Mexique, on parle de pas mal d'endroits comme ça, et ils ramenaient pour le coup de l'argent au Nicaragua, c'est-à-dire que cette drogue finalement était probablement à un moment donné soit vendue par la CIA, soit redirigée vers d'autres endroits, et on n'hésitait pas ici à droguer les gamins américains de manière à pouvoir financer de l'autre côté les Contras. Les Contras, c'est quoi? C'était les contre-révolutionnaires au Nicaragua, c'est-à-dire à cette époque-là tout simplement des personnes qui se battaient contre au Nicaragua la révolution communiste bien évidemment. Et Barry Seal se fait tuer, on estime qu'il a peut-être un petit peu dépassé les limites ici à certains moments et qu'il allait peut-être parler parce qu'on sait qu'il avait potentiellement filmé un déchargement de drogue et chargement de drogue histoire de se couvrir au cas où il y a un problème. Et assez rapidement, bien évidemment, il se fait buter. Là où c'est intéressant également, c'est que l'aéroport de Mena en Arkansas, tout ça n'a pas pu se faire sans l'accord d'une personne très haut placée et qui était tout simplement à l'époque gouverneur de l'Arkansas. Je vous le donne dans le mille, c'était Bill Clinton. Donc on a ici, vous le voyez, des journalistes qui ont commencé à dire que Clinton était plus ou moins là-dedans ou en tout cas au courant. Et voilà, enfin allez voir ce film et peut-être posez-vous les questions parce qu'il y a pas mal de morts en ce moment autour du couple Clinton, donc peut-être posez-vous les petites questions autour de tout ça. Mais en l'occurrence, ici, on voit que les Américains n'ont pas hésité à droguer la partie américaine qui était la leur, également à aider les smugglers et la mafia sur son territoire, de manière à tout simplement gagner de l'argent qui n'existait pas. On ne voulait plus leur donner de crédit à cette époque-là pour donner de l'argent au contrat, donc ils ont trouvé bien évidemment des manières de le faire. Ici, on a aussi le Iran Gate, qui était en fait à l'époque le fait que les États-Unis ont utilisé également toute cette histoire des Contras, etc., pour donner aux Iraniens de l'armement. Et quand je parle des Iraniens ici, je parle bien évidemment des islamistes. Pourquoi ça ? Parce qu'à un moment donné, on se rend compte également que il y a ce que je veux dire, voilà, c'est plutôt pour financer les contrats, les États-Unis ont également vendu des armes américaines aux islamistes en Iran. Pourquoi ça ? Parce que à l'époque du Shah, donc la révolution islamiste arrive en Iran avec l'ayatollah Khomeini. Et à cette époque-là également, les islamistes ont un problème, c'est qu'ils ont principalement de l'armement américain. Ils n'ont pas un armement soviétique. Donc ça leur pose un souci au sens où il y a un embargo du coup, puisque les Américains étaient plutôt pro-Shah à l'époque. Il y a un embargo sur les armes en Iran, mais on se rend compte que finalement ils sont approvisionnés quand même en pièces détachées, armes américaines, voilà, les balles, etc. Toutes ces choses-là. Et donc c'est relativement intéressant de voir également qu'ils n'ont pas hésité à vendre des armes aux girons islamistes pour récupérer encore une fois là aussi de l'argent et financer les Contras. Derrière, on a l'Afghanistan, évidemment, duquel les talibans à l'époque avaient éradiqué totalement le pavot, et on se rend compte que finalement, en 2017, on est sur une production de 9000 tonnes d'opium. Donc sur on va dire, la vingtaine d'années où les États-Unis sont restés en Afghanistan, et on voit ici la photo de soldats américains devant un champ de pavots, il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de la production d'opium là-bas. Dans le deal, il y avait un petit peu cette idée que l'opium afghan ne serait pas envoyé vers les États-Unis, donc on a une forme ici d'éthique. Bravo. Mais par contre, la majeure partie finira effectivement en Europe. En ce moment, la France, c'est 150 000 toxicomanes sous héroïne. Et donc, du coup, ici, il faut comprendre que, effectivement, on a un business qui s'est fait. Notamment cette histoire, je sais pas si vous en aviez entendu parler, mais on a le gouverneur de la province qui a été découvert. Donc, le gouverneur du Helmand, je sais. Voilà, c'est autour de Kaboul, je pense,
qui a été où on a découvert à son domicile en 2005 9 tonnes d'opium à son domicile. Hein. Donc là, on n'est pas sur de la on n'est pas sur de la petite quantité et on n'est pas sur puisque ça équivaut à un an de production, vous l'aurez compris, enfin connu. Et voilà, depuis que les États-Unis sont partis d'Afghanistan, et c'est ça qui est intéressant, la production d'opium a tendance à baisser. Je vous laisse faire le point là-dessus, mais voilà. Voilà, après je pense que voilà, sur l'Asie du Sud-Est, on a toute une économie ici qui s'est montée sur l'Asie. Et je vous avais déjà parlé des guerres de l'opium il y a maintenant 180 ans, je vous avais déjà parlé des guerres de l'opium tout simplement en Chine, qui a opposé la Chine au Royaume-Uni à cette époque-là et qui avait également créé Hong Kong, hein, puisque les États-Unis ont gagné cette guerre. Les Anglais, créaient la province d'Hong Kong sous giron britannique de manière à ce que le trafic d'opium puisse se faire tranquillement et créer également la HSBC, Hong Kong Shanghai Business Corporation. Bref, on passe aux liquidations, ce sujet est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire également, il n'y a pas de souci avec ça. J'ai jamais effacé un seul commentaire sur la chaîne, si ce n'est du scam en fait. Donc voilà, je réponds aux gens. Moi, j'ai pas nécessairement besoin que le contenu soit aimé ou pas. C'est pas trop mon problème en fait. Donc voilà. 32 millions de liquidés hier, à savoir pas grand chose, à peine 7 millions sur Bitcoin et Ethereum, ça veut dire que on a eu du mouvement sur les alts. On voit ici lesquels, en tout cas les 10 premiers sur lesquels il y a eu du mouvement. On a liquidé principalement du long, à part sur Huobi et CoinEx, sur lesquels on a liquidé un petit peu de short. Carnet d'ordre, on l'avait déjà regardé hier, mais ça n'a pas extrêmement évolué. On n'a rien entre 26,5 dorénavant et 26. On a un petit ordre qui est apparu au 26,5 ici. 38 bitcoins, c'est pas grand chose. On ira plutôt chercher dans le jaune ici. Donc entre 26 et 27, vous avez vraiment rien sur le carnet d'ordre. On va voir ici les marchés en levier. Alors, les marchés en levier. Alors, on voit que le funding a pas mal augmenté, que ça soit d'une manière générale, déjà en analyse générale, on voit qu'il y a eu augmentation du funding, donc on commence ici peut-être à se dire qu'il commence à y avoir du monde sous la structure, le prix a peut-être besoin d'y aller. Cela dit, augmentation de l'open interest ici avec un funding qui augmente, donc on peut prendre ce point et le décaler là, pour moi, peut-être même légèrement avant, peut-être ici, mais on va dire qu'il reste du résidu. En plus, on a un double bottom là, donc ça veut dire qu'on double un petit peu la potentielle liquidité qu'il peut y avoir dessus. Ici, le funding suit le prix. Ici, on a encore plus une augmentation du funding alors que le prix descend, donc ça va nous mettre celui-là en 2 pixels. D'autant plus qu'on revient le tester, donc quelque part on en enlève un petit peu. Allez, on va le remettre en 1 pixel. On enlève toute la valeur qui est au milieu, ici vous le comprenez, donc du coup bon, il a quand même été nettoyé en grande partie. Derrière, ici le prix descend, le funding descend, tout va bien. Ici le prix augmente, le funding descend, c'est ce qui explique peut-être le mouvement de baisse derrière. Ici on va dans le même sens entre le funding et le prix. Ici très léger short au top, et depuis le prix est à la descente. On va mettre un point en trétillé ici. Parce que c'est pas énorme, mais qu'il y a quand même un tout petit peu de short. Donc on va le mettre comme ceci. Voilà, malheureusement on est sur les niveaux de price action, vous le voyez ici, hein, le haut et le bas de la structure. Voilà, pas énormément de short en tout cas dans l'histoire, on a plutôt peut-être un sentiment longueur sur les dernières, si ce n'est à partir de là, hein, vous le voyez ici que ça descend un petit peu, mais le prix descend également, donc voilà. Ensuite, sur Ether, notre ami Ether. Alors, on avait remarqué qu'il y avait peut-être un peu moins de short. Est-ce que ça a un petit peu changé? On avait un tout petit peu de short ici quand même. Bon, le prix descend quand même, donc on peut pas dire qu'il y ait une énorme anomalie, mais peut-être qu'on est venu chercher ça du coup. Derrière, on se construit sur du long ici, sur toute la montée, donc c'est ce qu'on avait montré dans la vidéo. On avait un petit peu de short également, en tout cas au moins sur cette latéralisation-là, mais qui donnait quand même une diminution du funding, donc c'était très léger. Ici j'ai un prix qui latéralise, un funding qui latéralise, donc pas grand chose à dire, on va passer rapidement là dessus. Ici j'ai un petit peu de long à rajouter qui devrait se trouver à peu près par ici en 1 pixel et en rouge, et là vous voyez belle augmentation de l'open interest. Je sais pas si c'est un bug ou pas, mais en tout cas c'est assez impressionnant là, cette petite on va voir, des fois il bug un peu hein, quand il est là, c'est le problème avec ce qui est gratuit. Ici on est plutôt shorté, vous le voyez ici sur cette montée là, donc on va rajouter un point en short à prendre ici,
qui va être en bleu. Et derrière, on est plutôt longué sur toute cette latéralisation-là. Donc, on va mettre un point en longue à prendre ici. Voilà pour Ether. Vous le voyez, on a les niveaux en bas, les niveaux en haut. Et on sauve tout ça. On passe désormais sur les poches de liquidité. Alors, les poches de liquidité sur les 5 derniers jours. Sur Bitcoin, on latéralise autour des 1 milliard en position leveragée à venir éventuellement chercher au-dessus. Je vais juste parce qu'il s'est remis au défaut. Moi, j'enlève les x25 parce que je trouve que ça brouille la charte. Donc voilà, petite dans le x100, potentiellement le 26,7 qui pourrait être venu pour aller le chercher. Et 25,8, en tout cas sur la 5 jours, peut-être légèrement en dessous, 25,7. Non, 25,8 à peu près, à venir chercher en bas. En ce qui concerne le petit push qui est là, vous voyez qu'on a eu plus de long que de short. Vous voyez qu'on a liquidé une partie des longueurs avec cette baisse là au 26. Mais qu'il y a encore de la liquidité en dessous. Voilà, vous le voyez ici, le delta qui diminue quand même. Donc on est plus en train de prendre du shorter que l'inverse. Également sur Ether, le delta qui est remonté ici et qui est désormais pareil à la même chose, mais je crois que c'est Bitcoin en fait. Voilà, ok, d'accord, il s'est complètement remis à zéro l'histoire, ok. Autant pour moi. Sur Ether, je crois qu'on a... Ah ben on a carrément un delta positif ici, ça c'est intéressant. On va enlever les x25 également là, tac, et tac, et tac. Poche de liquidité, je dirais en bas, on en a une première jusqu'à 1574 et une deuxième qui pourrait descendre jusqu'à 1560 et en poche de liquidité en haut, et je regarde principalement les x100 ici, je dirais que 1609, 1610 est la bonne zone. On en a quand même pas mal ici, hein, juste au-dessus, qu'on pourrait éventuellement aller chercher. Bon, vous voyez que Ether est très proche, il est autour de 20 $ en dessous de ce prix, même si 20 $ sur Ethereum, ça peut être des trades intéressants. Il faudrait ici pousser un petit peu plus l'analyse. Sentiment sur Bitcoin qui est mitigé sur les 12 dernières heures. On ne peut pas vraiment dire que ça short plus que ça longue. Et sur la 7 jours, toujours la même analyse qu'hier. Petite poche de liquidité fraîche qui est en train de se créer de 25,5 à 26. Et puis plutôt de la valeur à venir prendre en haut dorénavant jusqu'au 27,6. Est-ce qu'on va faire ce short squeeze ou alors est-ce que d'abord on aura besoin de repasser sous la structure à 25 600? C'est la question que pose la One Week. On va remettre ça ici. Je pense pas que ça change beaucoup. Voilà, en tout cas, plus on latéralise dans cette zone, au plus la zone ici va jaunir, et donc du coup on a des chances d'aller à 25,6. Ethereum, je suppose qu'il s'est remis à jour aussi. Tac, on est là-dessus, et on est là-dessus. On va d'abord aller regarder la 12 heures. Alors, Ether, pareil, sentiment mitigé, peut-être même un tout petit peu plus longué que shorté, à voir. Sur la 7 jours, bah, même chose, soit on vient chercher 1530, soit on éclate à 1650, peut-être potentiellement un peu au-dessus encore. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Alors on a déjà fait pas mal les analyses en petit time frame. Maintenant ce qu'on va peut-être ici aller voir, c'est les scénarios, les scénarii. Bon, on a expliqué hier pas mal, je trouve, les scénarios en daily. Voilà, enfin, je trouve qu'on a pas mal développé le daily hier. Ce qu'on va faire ici, c'est plutôt du scénario court terme, donc / trader. Alors, structure de retournement possible ici. Pour le moment, on bloque sur les 26 280, je dirais à peu près. Une trend qui est cassée ici, et ça c'est plutôt encourageant pour éventuellement pousser plus vers le haut, mais néanmoins, vous le voyez ici sur la trend, eh bien on n'a pas de réaction au niveau de la trend. D'ailleurs, je pense qu'on peut maintenant décaler celle-ci par là. Cette 15 minutes également a été cassée, ce qui est plutôt encourageant. Niveau ici, où vous comprenez, on fait que des mèches en dessous des 26 242. Est-ce qu'on accepte cette baisse? Est-ce qu'on vient chercher, et j'en ai parlé tout à l'heure, la zone de liquidité que maintenant, vous le voyez ici, je l'ai mise jusqu'à 25,2. Maintenant, sur la 7 jours, on a quasiment effacé cette partie-là. Je vais quand même la garder ici, ou en tout cas, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est dire qu'il y en a peut-être, elle est plus fraîche, donc on va rajouter ici une zone comme ça. On a dit 25,6.
Donc au plus on avance dans le temps, au plus peut-être s'il y avait un rebond, il pourrait désormais se mettre en place plus sur les 25,6 que sur les 25,2. On va dire que 25,2 est en train de s'éloigner dans le rétroviseur, mais vous voyez cette très jolie imbalance ici qu'on pourrait éventuellement venir chercher. Est-ce qu'on peut rebondir sur ce point-là et donner ici un rebond court terme ou même potentiellement une inversion, hein, mais je parle ici que de rebond pour le moment. Bien sûr, on aura peut-être cette information, eh bien, si on arrive à tout simplement aller casser cette traîne de distribution. Une traîne de distribution en général, on va se construire sur un niveau pour la casser. Vous voyez que là, on arrive au contact. Donc soit c'est le temps qui va venir casser cette traîne, le temps qu'on a eu comme support sur les 25,247, et là, bien entendu, je parle du daily. On va regarder si c'est même un niveau 4 heures, mais je ne pense pas. Non, il a été perdu en 4 heures. Vous voyez que c'est vraiment du daily. Globalement, le niveau réel en 4 heures qu'on peut voir ici à ce stade, il n'est pas très loin hein, quand même. Il est ici. Donc 2677. Si j'avais un niveau à rajouter en 4 heures, vous voyez que derrière, on ne fait pas d'ouverture-clôture. C'est le seul niveau dans lequel une bougie entière n'a pas clôturé. Donc ça peut être ça, le support 4 heures à ne pas casser. Donc vous aurez peut-être ici, admettons qu'on mette le niveau. Voilà. Admettons qu'on mette le niveau à peu près par là. Je le mettrai même peut-être en bas de cette bougie-là, et qu'on le nomme en 4 heures, tout simplement. Voilà. On a ça, une bougie entière ne doit pas être ouverte et fermée en dessous, sinon ça vous donne peut-être le signal que ce niveau en daily va amener à être perdu, qu'on ne cassera pas cette traîne, qu'elle viendra faire 1, 2, 3, 4, 5, une cinquième touche ici, et pour être sorti. Vous voyez également que si j'essaye d'aligner au maximum, on est peut-être en train de la péter. Ce que je voudrais voir, c'est, on la pète, et il y a une accélération, une forme de breakout, et ensuite on revient faire un retest de cette trend, ou peut-être même un plus bas. Mais en gros, moi j'estime assez souvent que les breakouts, sauf s'ils ont vraiment une force très très péchue, et sauf si derrière on tient effectivement littéralement le niveau, donc s'il y a vraiment du momentum, mais sinon pour moi tous les breakouts sont des fake out. Voilà, je le prends comme ça, et derrière je vais plutôt avoir tendance à intervenir, soit quand on passe sous la structure, tout simplement, parce qu'on a eu l'information que ça veut casser en haut, et on vient chercher complètement sous la structure, soit ça c'est la première chose, soit tout simplement également, eh bien quand on voit qu'il y a une belle bougie de défense sur un niveau en particulier, au moment du retracement suite au fake out. Donc c'est soit un retest, on reteste pile la trend, et là on repart, donc c'est ça, il faut être devant l'ordi, hein, malheureusement sur le moment, soit on vient prendre de la liquidité là-dessous, et c'est ça qui nous donne la fameuse mèche pour repartir, mais en gros, moi j'ai souvent tendance à estimer que tous les breakouts sont des fake out. Sauf si ils émanent d'un très fort momentum et qu'il y a vraiment auquel cas j'aurais tendance à rentrer sur n'importe quel retracement suivant. Je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, un peu comme hier, j'ai pas vraiment de direction à vous donner. Là ici, je vous donne juste les signaux, c'est-à-dire ça peut dégager vers le bas comme ça peut partir en haut. Mais vous avez les signaux pour vous dire le niveau qui est là est perdu, ou alors on est en train d'effectivement péter ça et faire à minima voilà, un retracement haussier. Globalement, sur la structure que vous voyez là, on voit pas vraiment d'imbalance, je parle dans le 4 heures ici. Vous voyez que ici, si j'avais eu par exemple ce pic-là, d'accord, il a été très largement retesté ici. Si j'avais eu ce pic-là, il a été retesté très exactement ici, d'accord. La seule imbalance éventuelle que je peux voir là-dedans, elle est à peu près par là, où effectivement on a délivré un petit peu. Donc 26,7 pour un retracement est la seule bonne target éventuelle que vous pourriez avoir, sauf à dire qu'on vient chercher une imbalance daily qui elle se trouve ici et ici. Vous le voyez ici. Mon target long qui est là depuis très longtemps, il est là. Légèrement en dessous, hein, il est dans la zone rouge ici que vous voyez, et mon target short il est autour des 22,7, il est ici, d'accord. Donc on est en plein milieu. Si jamais également je venais à prendre cette target short ici, j'aurais du mal à la prendre, soit qu'on soit quasiment en haut de tout ça, vous le voyez là, donc là, ou alors au moins qu'on ait touché ma target long pour commencer à construire une position short vers le bas et potentiellement la défendre, donc commencer petit et aller chercher les 21 derrière, soit tout simplement, attention ici, à une éventuelle, tout simplement, un range, hein, c'est-à-dire ici on revient là, puis on revient là, puis on revient là, ça peut durer longtemps, ou alors à une éventuelle regular flat, on a pas mal parlé de scénario Elliott il y a 1 ou 2 vidéos je crois, et donc ça nous donnerait tout simplement le fait qu'on a une flat, ici on a une autre correction, ça c'était une 1, ça nous donne une 2, et puis on repart en haut, hein. C'est tout à fait possible.
Donc flat ou flat étendu, moi c'est un petit peu la question que je me poserai là, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire ça, ok, donc là, n'importe où, une fois qu'on a fait cette A, le bon retracement nous donnerait quelque chose autour de 28-29, à ce moment-là je suis prêt à prendre le short pour essayer d'aller là, soit un range, et ça j'y accorderais peut-être moins d'importance, pour le moment mon scénario privilégié ça serait plutôt ça, mais le point d'entrée short ici n'est pas le bon, à mon avis, hein, voilà. Donc une étendue, mais statistiquement les flats sont plus courantes, d'accord. Voilà. Pour moi, pourquoi une flat étendue? Parce que pour moi, si ça c'est une 2, elle est très faible. Voilà, elle est vraiment très faible. On n'est même pas sur le premier arrêt, je crois, de toute l'augmentation. On n'est même pas au 0,38. Et voilà, je voulais faire une conclusion rapide et je vais me retrouver à parler encore beaucoup. Hop. Allez, voilà. Ouais, on est au 0,38,2. Ouais, on l'a à peine testé ici. Donc, et on est bien ici en log. Ouais. On est au 0,38,2, on l'a à peine testé ici, donc... Ça arrive, hein, ça existe des deux qui ne corrigent que 0,38,2. On sait qu'on est aussi sur un support quand même assez costaud. Le 25 est un support costaud dans le temps. Parce que vous le voyez, si je vous le cale ici, alors je l'ai sur d'autres charts, hein, mais... Si je vous le cale ici, eh bien, là, ça avait donné un petit peu de price action. Ici, ça avait agi comme résistance, et là, support. Donc, on est vraiment ici sur quelque chose qui éventuellement, voilà, peut nous... Et vous le comprenez également, hein, les 32 est une très belle résistance, puisque ici, support, résistance, d'accord ? On est un peu entre deux eaux là en ce moment, et donc du coup il faut soit prendre son mal en patience et puis se dire bon ok, on va prendre le temps, on essaie de voir un peu comment ça se construit, etc. Le contexte macro est pas terrible à mon sens, moi j'avais eu une lecture du meeting de la Fed qui était très incertain, très indécis, et cette nouvelle qui nous disait écoutez, on va probablement encore augmenter les taux une fois cette année, qui n'était pas nécessairement attendue par le marché. On fera un point là-dessus demain, je pense. On arrive en fin de mois, donc on pourra aussi faire un gros point inflation d'ici 3 ou 4 jours pour essayer de comprendre quel sera le prochain CPI. Vous voyez, désormais, on a un marché qui commence à dire que oui, il y a 20% de chances qu'on puisse avoir une hausse au prochain meeting qui, lui, se trouvera le 1er novembre. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. 50 minutes, mais on a fait un gros sujet. Je pense que le sujet dure au moins 20-25 minutes. Donc voilà. Sujet qui était hors sujet, mais je sais que ça intéresse pas mal de monde de faire un peu de géopolitique parfois, et voilà, je sais que mes sujets ils sortent un petit peu de ce qu'on voit couramment, donc je pense que ça peut être sympa d'en faire de temps en temps. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous ne serez pas découragé par les 50 minutes de vidéo, et j'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. En l'occurrence ici, la question du jour, elle sera sur, la plutôt gourde aux bouteilles en plastique, que vous remplissez, ou alors tout simplement plutôt eau minérale et eau du robinet. J'ai peut-être déjà posé cette question d'ailleurs, je sais pas. Bon voilà, plutôt gourde ou bouteille en plastique, ça sera la question à la con du jour. Question à la con qui n'a vraiment aucun intérêt, mais c'est un petit peu le but. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain, ciao ciao.